Notre invité, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. Alors d'abord, Jean-Marie Le Pen a répété hier les propos qu'il avait condamnés, pour lesquels il avait été condamné. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, les associations vont le poursuivre. Marine Le Pen a très vite dénoncé une provocation volontaire. Ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. C'est jamais facile quand il y a ce genre de propos et de provocations parfaitement inutiles, qui ne sont en aucune manière d'ailleurs la ligne du Front National, et ni celle évidemment de sa présidente, Marine Le Pen, qui sont la ligne personnelle de Jean-Marie Le Pen. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs il continue, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il a normalement une expérience, il a été visionnaire sur beaucoup de sujets comme l'immigration évidemment. Il devrait, je pense, profiter de cette position-là. Et j'avoue que ne pas comprendre pourquoi il a besoin de faire la provocation et de rouvrir des plaies qui sont terribles, qui sont terrifiantes de l'histoire. On va essayer de comprendre. Alors, vous avez répété que ces propos n'engageaient que lui. Ces propos n'engagent pas que lui, hein. C'est un peu court comme réponse. Jean-Marie Le Pen, il est président d'honneur du FN, membre du bureau exécutif de votre parti. Il est l'un des 15 orateurs nationaux du parti. Il sera tête de liste pour la grande région PACA en décembre. Donc on reprend. Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du FN. Il y a honneur dans le titre. Non, mais ça, c'est un titre qui existe dans la société française quand on a dirigé une organisation pendant très longtemps. Il a fondé le Front National, c'est une réalité. Et il l'a dirigé jusqu'en 2011. Et maintenant, il ne le dirige plus, c'est Marine Le Pen qui dirige. Et chacun, je crois, a vu clairement la différence. Mais ça, c'est pas une position exécutive. Ça, c'est une position de président d'honneur. Il est membre aussi du bureau exécutif. Oui, ça, c'est une instance dirigeante du parti. On part pas de rien. Il y a une histoire. Jean-Marie Le Pen, évidemment qu'il a dirigé le Front pendant longtemps. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, les Français savent que c'est la ligne de Marine Le Pen et que c'est elle qui fixe la ligne, c'est elle qui fixe la stratégie, c'est elle la candidate naturelle à l'élection présidentielle. Et personne ne peut reprocher à Marine Le Pen la moindre ambiguïté sur ce genre de sujet. Elle s'attache aux problèmes réels, concrets, comme on le fait tous, des Français. Nous, on veut parler du chômage de masse, de l'islamisme, mais il pourrait de toutes ne ces plus questions être essentielles. dans l'instance dirigeante de votre parti. Il pourrait ne plus l'être. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est une instance. Il est président d'honneur. Voilà, c'est un titre honorifique. Mais c'est pas lui aujourd'hui qui fixe la ligne. Et je crois que les Français le savent. Les Français ont compris. Et ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça date de 2011, quand Marine a été élue par les adhérents du Front National. Il est l'un des 15 orateurs nationaux du parti, c'est-à-dire. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est sur votre site. C'est sur votre site. Hein. Oui, alors, il y a 15 orateurs nationaux. Donc c'est ceux qui prennent la parole pour le parti. Jean-Marie Le Pen, c'est un orateur. Ça vous étonne? Ah oui, mais vous voyez à quoi ça sert. Alors, c'est qui les 15 d'ailleurs? Ça m'amuserait. J'ai pas la liste là sous les yeux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas une position officielle. Ça n'a pas de statut dans l'existence du Front National. Mais Jean-Marie Le Pen est un orateur. Oui, c'est même un brillant orateur. Ça, chacun le reconnaîtra, quel que soit le fond de sa pensée. Et je vois pas très bien le rapport. Il sera tête de liste pour la grande région PACA en décembre. Vous le confirmez, ça ou pas? C'est pas sûr. Non, ça c'est le bureau politique. C'est encore moins sûr aujourd'hui. C'est le bureau politique qui en décidera dans quelques semaines. Il peut très bien y avoir d'autres candidatures. Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Et je crois que Jean-Marie Le Pen avait dit d'ailleurs qu'il s'effacerait devant elle si elle souhaitait être candidate, tête de liste. Vous allez l'inciter à l'être pour qu'il ne le soit pas? Pourquoi pas, il y a d'autres candidatures possibles, mais c'est au bureau politique d'en décider. Et il est certain que ce qui est arrivé là affaiblit Jean-Marie Le Pen dans sa capacité à être tête de liste en PACA. Ça, c'est une évidence. En tout cas, il reste une figure de votre parti. Donc, soit vous assumez effectivement le fait qu'il est une figure de votre parti, soit vous le mettez en dehors de votre parti, non? Il est une figure pour des raisons historiques du parti, et Jean-Marie Le Pen, ça n'est pas que cela non plus, évidemment. C'est un homme qui a su encore l'an dernier faire 28% des voix. Quand il parle du fond, quand il parle des sujets sur lesquels les Français nous attendent, et nous allons continuer d'en parler bien évidemment, mais on peut tout à fait dissocier ce fond-là des provocations inutiles. Et je crois que c'est le talent justement de Marine Le Pen d'être capable de diversifier les prises de position du Front National, d'élargir le projet à tous les thèmes qui sont ceux des préoccupations réelles des Français, l'école, l'islamisme, l'insécurité, le pouvoir d'achat des retraites, etc., etc. Mais aujourd'hui, prendre ses distances avec lui, est-ce que c'est pas un peu facile? Est-ce que la rupture n'est pas à l'ordre du jour? Est-ce qu'il ne faut pas en arriver à la rupture, non? Mais je veux dire, quand il dit cela, Jean-Marie Le Pen, de fait, de lui-même, politiquement, il se met un peu à l'écart du mouvement. Sauf qu'il est encore à l'intérieur du parti. Oui, mais pour des raisons, bien sûr. Mais je veux dire, on part pas. C'est pas un militant lambda, Jean-Marie Le Pen. Tout le monde le comprendra très bien. Il a fondé le mouvement, il l'a dirigé 40 ans, donc c'est une évidence. Mais il se met un peu de lui-même, et je le regrette d'ailleurs, en ayant ce genre de provocations qui sont pas du tout la ligne du Front National. Voilà, je peux pas vous dire
plus que cela, si ce n'est que les Français ont compris que Marine Le Pen était la présidente du Front National Marine Le Pen, et qu'elle allait continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est une catastrophe absolue et que l'UMP n'est pas une opposition. On va parler des autres dans un instant. Marine Le Pen, elle a promu d'exclure tous les candidats des départementales qui tenaient des propos injurieux, homophobes, antisémites, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, fait rien. Ils passeront en commission de discipline. Non, mais pour Jean-Marie LePen, il entre dans ces Jean-Marie Le Pen n'est pas un adhérent comme les autres. Jean-Marie Le Pen n'est pas un adhérent comme les autres. Voilà, c'est tout, il faut l'assumer. Personne ne sera surpris de ce que je dis. Il sabote quand même votre stratégie de dédiabolisation, clairement. Non, mais je pense que la dédiabolisation, elle est faite. Parce que les Français, ils ont compris, encore une fois, ce qu'était réellement le Front National. C'est certain que ça n'aide pas. Il est certain que ça n'aide pas, surtout que ça parasite le message politique. Ça empêche de parler du fond des problèmes. On est quand même dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, un gouvernement complètement incapable. Ils viennent de supprimer les quotas laitiers pour les éleveurs. C'est une catastrophe pour les petits éleveurs partout en France. C'est de cela dont il faut parler. C'est la politique de l'Union européenne. C'est le néant total sur l'islamisme. Ils ont juste créé un site internet. C'est tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Mais rien de concret, rien sur les frontières. Alors évidemment, on va parler de tout ça. On va parler pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand il y a, parce qu'on a plein de propositions sur ces sujets. Là, on a beaucoup de choses à dire. On est même les seuls à dire des choses. Mais c'est certain que quand il y a ce genre de polémique, de buzz inutile, eh bien, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et les militants eux-mêmes, les adhérents, n'en sont pas satisfaits. Et nous avons beaucoup de remontées en ce sens. Jean-Marie Le Pen et Gilbert Collard se sont écharpés sur Twitter hier. Collard a qualifié la Shoah d'abomination des abominations, ce que vous avez un peu dit tout à l'heure. Et il s'est désespéré que le fondateur FN soit devenu un tract ambulatoire pour Valls, ce à quoi Jean-Marie Le Pen a répondu. Ferme donc ta gueule, espèce de collard. Jean-Marie Le Pen continue, vous ne le maîtrisez plus, manifestement. J'ai envie de dire sans commentaire, quoi. Ouais, mais j'imagine que vous pensez quelque chose de ça, non? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense, si ce n'est que c'est assez navrant. Voilà, oui, c'est un sale spectacle quand même, non? Oui. Là, on ne fait pas du débat sur l'insulte ou ce genre de... Bon. Voilà, sans commentaire. Et c'est un peu comme le crash de l'A320, on a l'impression que le copilote est devenu fou, quoi, non? Je n'irai pas sur ce genre de comparaison parce qu'il y a quand même 150 morts derrière. Mais non, c'est pas ça. C'est que Jean-Marie Le Pen, je ne comprends pas. Parfois, il est parfaitement sur des sujets de fond. Il dit des choses extrêmement intéressantes comme il a su le faire. Et le Front n'existerait pas sans lui. Donc, je veux dire, ça, c'est extrêmement important. Et parfois, je ne sais pas pourquoi. Il remet ça ce matin. L'évocation obsessionnelle des crimes du nazisme disparus depuis 70 ans a pour effet d'occulter ceux du communisme qui dure depuis 100 ans. Autre tweet, les idiots utiles qui participent se font les complices d'une formidable opération de blanchiment d'histoire sale. C'est pas fini. Oui, les crimes du nazisme, oui, les crimes du communisme aussi, oui, c'est pas contradictoire. Enfin, il y a eu beaucoup de totalitarisme, malheureusement, au XXe siècle. Mais on a l'impression que c'est son obsession, là, manifestement. Et je crois qu'il faut tous les dénoncer, mais surtout, il faut parler de 2015, 2020, 2025. Qu'est-ce qu'ils cherchent, Je pense que les Français, aujourd'hui, sont plus préoccupés par leur avenir et celui de leurs enfants en 2020, 30 et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord, c'est l'actualité de votre parti, donc c'est normal qu'on refasse l'histoire 1930 et 1940. D'accord, mais tout le monde sait que ce sont des abominations, et tous les totalitarismes sont des abominations. Qu'est-ce qu'il cherche, Jean-Marie Le Pen, à votre avis, à tuer la fille ? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je ne veux pas faire de psychologie de comptoir. Je ne sais même pas si ce sont des considérations psychologiques ou politiques qui jouent. Je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je juge des faits et des déclarations. Et simplement, je pense que les Français voient que le Front National est dirigé par Marine Le Pen. Elle n'a toujours pas réussi à tuer le père en attendant. Qui a le Rassemblement Bleu-Marine, qui a élargi à tous les patriotes d'où qu'ils viennent, de gauche et de droite, que ça fonctionne bien, que nous sortons d'une séquence électorale historique avec des résultats jamais atteints, notamment dans des élections locales comme lors des départementales, qu'on prépare les régionales et qu'on se donnera tous les moyens pour préparer au mieux les régionales, notamment dans toutes les régions qui sont gagnantes. Après la fournée sur Bruel, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ne se sont pas parlé pendant un certain temps. On a l'impression qu'il y a une relation, vous devez la connaître mieux que nous, très passionnelle, un peu de destruction entre eux. Ils sont liés par un lien de sang familial. Père et fille, oui, mais au-delà du lien du sang, il y a une relation qui est passionnelle, qui est un peu destructrice quand même. Je veux dire, c'est un peu normal. Quand vous avez une double relation politique et en même temps familiale, ça rend peut-être les choses un peu plus compliquées. Mais ça, je ne veux pas rentrer non plus là-dedans. Ça ferait très vite psychologie de bazar. Et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je sais que Marine, c'est un chef de parti, c'est un chef de mouvement, qu'elle prend ses responsabilités et qu'elle est capable de raisonner en dehors de tout cadre familial ou affectif. Mais on a l'impression que c'est quand même le cauchemar politique de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment elle peut exclure son père du parti. Et on ne voit pas comment elle peut ne pas l'exclure aujourd'hui.
Non, je pense que la question n'est pas sur l'exclusion. Je pense que la question, c'est celle des responsabilités et de la direction stratégique du mouvement. Mais ça, les choses sont Mais vous n'avez pas envie de clarifiées. l'exclure, franchement. Enfin, je pense que pour sa fille, c'est plus compliqué. Non, mais je ne me permettrai pas Non. de dire cela, si vous voulez. Je ne vais pas me permettre de dire il faut exclure Jean-Marie Le Pen, ça n'aurait pas de sens. Je pense qu'il faut simplement que le mouvement prenne ses responsabilités sur le fond, qu'il travaille sur les vraies préoccupations des Français, qu'il soit audible sur ces sujets-là, parce que l'UMP ne joue pas le rôle d'opposition, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont d'accord avec le PS sur tous les sujets. Donc il faut bien qu'il y ait une opposition dans le pays. Et la seule opposition, c'est nous, aujourd'hui, patriotes et nationales. Ça, c'est notre responsabilité. Pour le reste, nous verrons bien, notamment se posera la question des régionales. On va en finir avec cette polémique en écoutant Bruno Le Roux pour le Parti Socialiste et vous réagirez juste après. C'est la famille Le Pen. Le Front National, c'est la famille Le Pen. Et l'antisémitisme, le racisme, c'est dans les gènes de la famille Le Pen. Et donc il n'y a là rien à découvrir à nouveau, si ce n'est le côté abject de vouloir revenir après tant de condamnations sur quelque chose qui symbolise autant l'antisémitisme. Problème génétique. Oui, racisme, quoi, en fait. L'ADN, tout ça, c'est hop, les grands donneurs de leçons sur le racisme vous font une démonstration de racisme en direct, en parlant d'ADN, de transmission de pensée par l'ADN et les gènes. C'est pire que racisme même. Je veux dire, il faudrait peut-être qu'il se pose une question. Aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Voilà. Qu'il aille vénérer la francisque de son président Mitterrand avant de donner des leçons de vichisme ou d'antisémitisme et qu'il regarde leur histoire en face. La SFIO, ce qu'ils ont voté un certain 10 juillet 1940, c'était pas joli, ils ont tous voté quasiment les pleins pouvoirs à Pétain. En tout cas, voilà, ces propos donc déjà Ça dits vient par de la SFIO Jean-Marie qui était Le Pen, l'ancêtre du Parti Socialiste. Avaient été condamnés en 91 par la Cour d'appel de Versailles pour banalisation des crimes contre l'humanité, donc ça risque de revenir. Je ne sais pas. Ça, c'est la justice de le dire. Je ne sais pas ce qu'il en est. L'actualité de cette semaine, alors les départementales, hier c'était les élections des présidents des conseils départementaux, les résultats c'était dimanche, abstentionnisme à 50% et chez les jeunes et les pauvres Oui. 70% même. Vous nous aviez parlé d'une charte avec des alliances, avec d'autres élus, qu'en est-il? Non, la charte, c'était pour le 3e tour, effectivement. Il y a eu le 3e tour hier. Alors, par exemple, c'est une charte de fond. En disant, s'il n'y a pas de majorité qui se dégage, c'était le cas dans le Gard, par exemple. Il n'y a que des majorités relatives. On apporte nos voix, parce que nous avons la balle des élus, à condition que vous vous engagiez à améliorer la situation des personnes âgées, à baisser les impôts départementaux, comme on l'a fait pour les impôts municipaux dans nos villes, Front National, à sauver le département et ses services publics de proximité, à interdire le voile à la crèche, etc. Toutes compétences départementales importantes. Ils n'ont pas signé. Mais qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Et c'est en ça qu'elle était intéressante, cette charte. Elle a permis de révéler, de montrer le poteau rose. L'UMP a préféré se retirer au 3e tour au profit pour laisser gagner le Parti Socialiste dans le Gard, alors que le Parti Socialiste était minoritaire, n'avait pas la majorité. Eh bien, ça révèle l'existence de l'UMPS et d'un système obsessionnel de petits arrangements entre amis, entre inséparables de l'UMP et du PS. Mais vous êtes déçu en fait parce que vous pensiez peser au 3e tour, mais ça n'a pas été le cas. En ce sens, on a pesé, parce que quand on les force à montrer la réalité du faux clivage entre eux, aux Français, parce que là, ils ont fait une démonstration Personne de n'a grandeur signé nature. la charte, ni à droite ni à gauche. Oui, mais ça, c'était assez prévisible, je vais vous dire. C'était assez prévisible. Ils préféreront s'entendre entre UMP et PS, entre amis, ceux qui sont au pouvoir nationalement et localement depuis des décennies et qui ont mis le pays dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui et qui ont endetté aussi nos collectivités locales et les départements, plutôt que d'aller avec les patriotes et d'écouter le mouvement qui est souvent le premier parti de France dans les départements. Parce qu'il y a un problème de mode de scrutin. Souvent, nous avons fait les meilleurs scores. Par exemple, en Moselle, on a fait au second tour 39,11%, mais on a 0 élu sur 54. Alors, il y a un Ça score... pose un problème démocratique aujourd'hui. Il faudrait mettre de la proportionnelle, notamment aux élections départementales, mais partout, parce qu'il faut que tout le monde soit représenté. Il n'y a pas de sous-français et de français. Il n'y a que des Français et que des citoyens qui, tous, doivent pouvoir être représentés. Ce qu'on peut dire des départementales, c'est un score inédit pour le FN, pas de présidence de département. Oui. Est-ce que le plafond de verre du Front National, c'est pas son programme économique? En quelques mots, les nationalisations des banques, 50% d'impôts sur les sociétés, enfin 35 plus 15% pour le fonds industriel, pour la réindustrialisation de la France. Au contraire. Votre sur les retraite impôts à 60 ans. Non, vous vous trompez totalement sur l'impôt sur les sociétés. Nous voulons même le baisser massivement pour les PME, les TPE, les PMI. On veut faire payer en revanche bien davantage les grands groupes du CAC 40. On veut un impôt sur les sociétés progressif. Et les 15%, c'est sur les capitalisations boursières des plus grandes des 50
50 plus grandes entreprises françaises pour financer justement, pour le mettre dans un fonds d'investissement pour nos PME et nos jeunes créateurs d'entreprises. Donc c'est l'inverse de ce que vous dites. On veut vraiment faciliter. Vous distinguez les gros groupes, les PME. Évidemment. Il faut faciliter le travail pour les petits, pour les PME, pour les créateurs d'entreprises. Il faut qu'ils puissent investir, embaucher, créer librement. En revanche, les grands groupes doivent pouvoir être être financièrement responsables parce qu'aujourd'hui, ils ne payent pas suffisamment d'impôts. Retraite à 60 ans, est-ce que vous défendez les 35 heures? Oui, retraite à 60 ans, enfin 40 ans de cotisation surtout. 40 ans de cotisation, parce qu'avant de demander... Les 35 heures? Non mais attendez, avant de demander aux Français toujours plus, on va travailler 70, 72, 75, ça fait 25 ans qu'on recule l'âge de départ, ça fait 25 ans qu'il y a quand même encore des déficits, parce qu'on gère la pénurie. Avant de leur demander toujours plus, faisons les vraies économies qui ne sont pas faites. Voilà, avant de demander toujours des sacrifices aux mêmes. Sur l'immigration, ça coûte des dizaines de milliards d'euros par an. Quand est-ce qu'on fait les économies sur l'immigration? Donc vous maintenez les 35 heures et vous prenez sur l'aide aux immigrés, c'est avant, pas les immigrés, mais sur le coût de l'immigration, avant qu'on demande de nouveaux sacrifices aux Français qui n'en peuvent déjà plus, qu'on gère la pénurie, qu'on fasse les économies qui ne sont pas faites. Sur la fraude sociale aussi, c'est 20 milliards par an. On ne lutte pas suffisamment contre la fraude. Ou le coût de l'Union européenne. Je rappelle que chaque année, on donne 21 milliards à l'Europe. Elle nous en rend que 13, dont la PAC. Donc on perd 8 milliards par an. 8 milliards par an, c'est plus que le déficit des retraites chaque année. Voilà. Tant qu'on n'ouvrira pas ces débats, les vraies économies à faire, alors on sera, la politique de la ville par exemple aussi, de l'argent à fonds perdu, eh bien on ira dans la gestion de la pénurie et on fera souffrir les plus petits et les classes moyennes. Et ça, je ne veux pas qu'on fasse souffrir les classes moyennes et les plus petits. On va essayer de balayer un peu plus vite les autres actualités de la semaine. Manuel Valls, 1 an à Matignon, malgré les résultats des départementales, vous n'appelez plus à sa démission. Qu'est-ce qui arrive? Non, parce qu'on s'est rendu compte que, si vous voulez, démissionner, c'est un acte assez noble politiquement, et qu'on ne peut pas le demander à un petit politicien de bas étage comme est Emmanuel Valls. On ne peut le demander qu'à des hommes d'État, évidemment, qui ont un peu d'honneur et un peu de dignité pour pouvoir partir quand les suffrages ont parlé. Manuel Valls est sourd, il n'entend pas les suffrages, et même ça provoque chez lui un énervement de plus en plus important, une espèce de cocotte minute. Il s'énerve toutes les 3 minutes, il ne se maîtrise plus, il ne maîtrise plus ses nerfs, ce qui prouve qu'il n'est pas un homme d'État, donc on ne peut pas lui demander de partir, il ne le fera jamais. Voilà. Donc je pense qu'il faut le chasser par les urnes maintenant. Le nucléaire iranien, est-ce que si vous étiez au pouvoir, vous auriez signé l'accord? Oui, tout ce qui va contre les tensions, les risques de guerre, va dans le bon sens. Donc il faut ignorer les mises en garde de Netanyahou? Il faut écouter, mais en même temps, on se souvient qu'il l'ait fait depuis 1992. Depuis 1992, il nous explique que l'Iran est au bord d'avoir l'arme nucléaire, donc il est un peu moins crédible aujourd'hui. Donc il faut s'entendre avec les Iraniens. Et oui, il faut s'entendre, bien évidemment. Je pense que nucléaire civil, oui, tout le monde y a le droit, c'est une source d'énergie. Nucléaire militaire, non, il faut stopper là. Il y a des accords internationaux, il y a des puissances nucléaires officielles, il y en a d'autres d'ailleurs officieuses aussi, mais il ne faut pas qu'il y ait une prolifération nucléaire pour les armes, ça c'est une évidence. Nicolas Sarkozy chez les juges, c'est mercredi, témoin assisté, pas mis en examen. Oui, témoin assisté. Nous verrons ce que ça donne. Il y a d'autres gardes à vue, j'ai vu dans ce dossier-là, et d'autres mises en examen. À l'UMP, c'est tout un système compliqué quand même qui est mis à jour, parce que c'est une tricherie pour l'élection présidentielle. Quand même, Sarkozy a dépensé 2 fois plus que ce qui était prévu par la loi. Quand nous sommes concurrents, adversaires de Nicolas Sarkozy, que nous, on est dans les clous de la loi, qu'on respecte à l'euro près ce qu'on a le droit de dépenser, ça pose un problème, si vous voulez, avec des mises en examen dans le petit parti de Marine Le Pen, Jeanne, sur les financements de campagne aussi au Front National. Pour l'instant, ça donne strictement rien. Là, je veux dire, mise en examen, le système Big Malion, c'est un système colossal sur des dizaines de millions d'euros avérés, etc. Là, l'affaire Jeanne, ça fait pchit quand même. Je veux dire, il y a 2 mises en examen. Oui, il y a strictement rien. Il y a strictement rien, et c'est une affaire, je pense, assez politique. C'est politique. Le judiciaire est politique quand c'est chez vous, mais pas chez les autres. Excusez-moi, mais Madame Taubira, garde des Sceaux, a désigné un seul ennemi à stigmatiser, c'est pas l'UMP. Vous remarquerez qu'ils critiquent jamais l'UMP. C'est le Front National. Et l'UMP aussi. Non, le seul adversaire, de manière hystérique, qu'ils ont attaqué d'ailleurs pendant cette campagne départementale, de manière folle, de manière hystérique, de manière violente, Manuel Valls comme Mme Taubira et d'autres, c'est pas l'UMP, c'est le Front National. C'est le seul qui les dérange, c'est le Front National, parce que nous, on est vraiment en opposition. On n'est pas les petits copains. Vous savez, moi, je me souviens que... Sauf que l'adversaire aujourd'hui pour 2017, c'est aussi l'union UMP-UDI, qui est le vainqueur des départementales. Ils feront la grande union PS-UMP-UDI à la fin, de toute façon, on le sait bien, comme ils l'ont fait au départemental. Je me rappelle quand même que Sarkozy, en 2007, proposait à M. Valls d'être son ministre. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'opposition. Autre actualité politique de mercredi, l'implosion en vue chez les Verts. Alors en fait, François Hollande veut séduire les écologistes pour devenir le candidat unique de la gauche en 2017. Donc Valls et Macron vont rien pouvoir faire pendant 2 ans, si on comprend bien. Pour vous, c'est l'autoroute, là, non ?
Ben, il n'y a pas de majorité à gauche, voilà, il n'y a pas de majorité. D'ailleurs, il n'y a aucune capacité, non seulement un désaveu populaire, désaveu dans sa majorité, et de grâce, épargnez-nous, messieurs du gouvernement, messieurs, dames, le retour des Verts au gouvernement. Dans votre déroute, épargnez au moins aux Français le retour des Verts, parce que franchement, les Verts ne font pas du tout avancer l'écologie. Hein. En revanche, ils sont d'un sectarisme insupportable. Ce sont des donneurs de leçons, alors qu'ils ne pèsent que 1 ou 2% des voix, qui ne sont plus tolérables aujourd'hui et qui n'ont rien à faire, je pense, au gouvernement. Ils ne représentent rien dans l'opinion publique. La vraie écologie, c'est d'abord de produire sur place, de produire au plus près des lieux de consommation pour éviter les coûts de transport en matière de pollution et pour éviter d'aller tout produire dans le tiers-monde et en Chine, là où on sait qu'il n'y a pas de normes environnementales. C'est ça une vraie écologie, notamment. Il nous reste 2 actualités en 2 minutes. D'abord, la polémique Mathieu Gallet, Radio France, convoqué donc par la ministre Fleur Pellerin. Quelle est votre position par rapport à la nomination des présidents de Radio France et de France Télé? Je rappelle que Nicolas Sarkozy veut revenir à une nomination directe par l'exécutif. Oui, moi je préfère que ce soit respectueux de la Constitution. C'est le président de la République qui nomme aux emplois publics. C'est écrit dans la Constitution française. Donc vous dites comme Nicolas Sarkozy. Lui, il a une légitimité, c'était comme ça avant, hein. Il a une légitimité populaire au moins, le président de la République. Plus que le CSA. Oui. Puis là, c'est pas transparent, on n'y comprend rien. C'est finalement un ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, c'est le président du CSA actuel, qui va décider. Où est l'avancée démocratique là-dedans? Aucune, nulle part. Sauf qu'il est indépendant, qu'il est fâché avec Hollande, par exemple, et qu'il prend des décisions indépendantes. Il n'a aucune légitimité démocratique, contrairement au président de la République. Voilà, et au moins les choses sont claires, parce qu'on sait de toute façon que le président de la République, il intervient quand même. Donc au moins les choses sont beaucoup plus transparentes. L'attaque, tir groupé contre Hollande. D'abord Montebourg dans Les Échos. Est-ce qu'on n'est pas sorti du politique pour entrer dans le roman? Il a gâché sa vie, il a perdu sa vie. Oui, mais enfin là, ce sont des attaques à ce niveau-là, ça n'a aucun intérêt pour le débat politique. Montebourg, très bien, ça prouve qu'il n'y a pas de majorité évidemment à gauche, mais ça prouve aussi que Montebourg n'a pas été capable de faire ce qui était normalement ses convictions, notamment le protectionnisme. Hein, il voulait le protectionnisme, mais aujourd'hui la seule force politique qui défend réellement un protectionnisme intelligent face à la concurrence déloyale, qui refuse cette ouverture totale des frontières à tous les vents de la mondialisation sauvage, c'est le Front National. Et M. Montebourg, à part les attaques assez personnelles, assez basses, je vois pas très bien ce qu'il apporte dans le débat public aujourd'hui. Et malheureusement, parce qu'il pourrait être intéressant. Dernière attaque depuis le sein même du gouvernement, Christiane Taubira dans l'Obs. Christiane Taubira, pour vous, c'est l'antéchrist? L'antéchrist, non, c'est pas l'antéchrist. C'est une ministre incompétente de la justice, laxiste, qui incarne ce laxisme d'État. Il y avait déjà Madame Dati avant chez Sarkozy. Ah oui, vous les comparez en ce moment, j'ai vu ça. Ben non, mais Dati était ministre de la Justice sous Sarkozy. Elle avait fait une loi, si vous étiez condamné à moins de 2 ans de prison, vous n'alliez pas en prison. Ce qui est un très mauvais signal, un signal de laxisme. Donc ça, c'est l'UMP. Et le PS, avec Mme Taubira, a aggravé ça à 5 ans. Voilà, et puis Mme Taubira, c'est à la base une indépendantiste, donc contre l'unité de la République française. Ça me pose moi un énorme problème politique. En 10 secondes, si vous deviez lui poser une seule question à Christiane Taubira, vous lui demanderiez quoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Oui, quand elle s'exprime. Pourquoi tant de haine et de violence? Il faut qu'elle accepte le débat politique sereinement et la critique. Elle n'aime pas beaucoup. Elle aime beaucoup critiquer les autres très durement. Elle n'aime pas beaucoup quand on la critique, alors que c'est tout à fait légitime. Merci Florian Philippot. Merci d'être venu sur LCI. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Très bon week-end de Pâques. On se retrouve mardi.